Le concept d'onde existe parce que les choses, les influences ou les perturbations ne se déplacent pas instantanément. Je vais donner un exemple. Imaginez que j'ai un bâton, comme ça. Peut-être, Claude, peut-être tu peux faire la démonstration. Donc, j'ai un bâton, ou mets-toi de l'autre bord pour être pareil que l'image, comme c'est ici. Donc, j'ai un bâton, et puis, je vais perturber un bout du bâton. Alors, en perturbant un bout du bâton, l'autre bout, ou mettons si tu lèves de même aussi, on peut le lever puis le descendre comme ça. Donc, vous voyez que vous allez dire c'est instantané. Hein? Il n'y a pas d'onde, c'est juste que l'effet ici, instantanément, ici. En passant, ça ne se peut pas. Il n'y a rien qui se déplace plus vite que la vitesse de la lumière. Mais la lumière fait à peu près 30 cm en 1 nanoseconde. Donc, ça prend peut-être une dizaine de nanosecondes à la lumière de voyager là. Donc, puis en fait, la perturbation ici se déplace techniquement juste à la vitesse du son, mais c'est déjà assez grand qu'on a l'impression que c'est instantané. Maintenant, on va vous montrer qu'est-ce qui arrive s'il y a une perturbation dans un objet qui n'est pas rigide, qui est tellement flexible. Plus l'objet est flexible, plus les perturbations se déplacent lentement dedans. Donc, dans un objet comme ça, si j'envoie une perturbation, si je bouge quelque chose ici, vous voyez qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une onde, une impulsion, puis là, je pourrais créer une véritable onde comme ça. Mais la raison qu'il y a une onde, c'est que ça a pris un certain temps à la perturbation à se déplacer. Pourquoi ça a rapport avec les ondes gravitationnelles? Parce que Einstein nous dit qu'il n'y a rien dans l'univers qui peut se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière dans l'espace. En fait, la façon de voir ça, c'est une façon que j'ai vue récemment à plusieurs endroits apparaître. Des fois, en vulgarisation scientifique, il y a des nouvelles idées qui apparaissent, ou peut-être que ça fait plus longtemps puis que c'était passé inaperçu. La vitesse de la lumière. Vous savez peut-être que le symbole, c'est C. On ne sait pas trop pourquoi. Il y en a qui disent que ça vient de celeritas, qui veut dire vitesse en latin. Mais il y a une façon de voir ça, de dire la vitesse de la lumière, on peut appeler ça C, là, 300 000 km par seconde. Appelons ça la vitesse de la causalité. La causalité, c'est la relation qu'une cause produit un effet. Donc, quand on parle de 300 000 km par seconde, c'est la vitesse de la causalité dans notre univers, la vitesse maximum. Un effet ne peut pas se propager plus vite que 3 par 10 à la 8 mètres par seconde ou que 300 000 km par seconde. Maintenant, la lumière, ça donne que c'est la chose qu'on connaît le mieux, qui se déplace à cette vitesse-là naturellement dans le vide. Donc, on a tendance à appeler ça la vitesse de la lumière, mais c'est plus fondamental que ça. En fait, un autre exemple de quelque chose qui se déplace à la vitesse de la causalité, la gravité. L'effet gravitationnel se déplace aussi à une vitesse maximum. C'est-à-dire, vous avez une masse qui produit un champ autour d'elle. Si la masse change, si la masse bouge, le champ va changer. Mais la perturbation ne va pas pouvoir se déplacer instantanément. Elle va se déplacer à une vitesse maximum, qui est la vitesse de la causalité. Et, comme on a vu tantôt, quand on tient compte du délai, une perturbation devient une onde. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une simulation dans un plan à 2 dimensions. Si on avait deux objets qui tournent l'un autour de l'autre, ça pourrait être 2 danseurs qui se tiennent par les mains. Ça pourrait être 2 planètes, 2 étoiles. Ça produit comme ça des ondes de courbure de l'espace-temps qui se déplacent en s'éloignant à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire, donc, on produit des ondes. Si je fais ça, juste faire ça comme ça, me balancer, je produis des ondes gravitationnelles, bien sûr. Mais ces ondes-là sont extrêmement faibles. Et justement, c'est ça le défi. On peut calculer, en utilisant les équations de relativité, l'amplitude de ces ondes-là et de voir qu'est-ce que ça donne. Et justement, en passant, il y a une analogie. Peut-être que vous avez pensé à ça, si vous avez déjà vu ça, fait un cours d'électricité ou de magnétisme. Une onde électromagnétique. La lumière, la lumière, on apprend ça au secondaire, c'est une onde électromagnétique. Ça veut dire quoi? C'est une perturbation, une ondulation dans le champ électromagnétique. Même chose que le champ de gravité, un objet chargé produit autour de lui un champ électromagnétique, et lorsque l'objet oscille, ça produit une oscillation dans ce champ-là, et cette oscillation-là se déplace à la vitesse maximum, la vitesse de la causalité, et c'est ça qu'on appelle la lumière. C'est une onde électromagnétique. Donc, si les interactions électriques se déplaçaient instantanément, il n'y aurait pas de lumière dans l'univers. Donc, c'est une bonne chose, finalement, qu'il y ait une vitesse limite. Et la force électromagnétique est des milliards de fois plus intense que la force gravitationnelle. La preuve, on peut faire un laboratoire de physique
en électricité ou en magnétisme avec des petits objets au labo. Oubliez ça en gravité, ça prend des objets de la taille d'une planète pour produire de la gravité importante. À cause de ça, les effets, l'énergie d'une onde gravitationnelle est extrêmement faible par rapport à l'énergie d'une onde électromagnétique. Je vous donne un exemple. La Terre tourne autour du Soleil en un an. À cause de ça, le champ de gravité change de position. Ça produit des oscillations dans l'espace-temps qui s'éloignent. Ces oscillations-là emportent 200 watts, donc 200 joules par seconde de perdu. Vous allez dire, c'est beaucoup. Ben, oui, pour nous, mais pour la Terre, si on calcule l'énergie cinétique de la Terre autour du Soleil, ça prendrait, je pense, des milliards de fois l'âge actuel de l'univers pour que la Terre perde toute son énergie et tombe sur le Soleil. Mais ça arriverait si on pouvait attendre assez longtemps. Le système solaire au complet émet 5000 watts en ondes gravitationnelles. Fait qu'on peut oublier ça, essayer de mesurer ça à une certaine distance. Mais on a découvert des phénomènes extrêmes dans l'univers, et justement, il faut, si on veut détecter des ondes gravitationnelles, il faut aller aux sources les plus intenses. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Déjà, on va penser gros objets, donc étoiles, mais ce n'est pas suffisant. En fait, on se rend compte que les objets qui produisent le plus d'ondes gravitationnelles, ce sont les cadavres d'étoiles. Les étoiles qui ont fini leur vie. Une étoile, ça produit de l'énergie par réaction nucléaire. Ça a une certaine taille qui est dictée par la gravité qui essaie de la compacter, puis l'énergie qui produit qui essaie de dilater l'étoile. Donc, les étoiles ont une certaine grosseur au cours de leur vie. Lorsque l'étoile atteint la fin de sa vie, elle passe par une phase où elle grossit parce que le réacteur nucléaire s'emballe un petit peu, puis à la fin, le réacteur s'éteint. L'étoile se contracte. Et il y a 3 sortes de cadavres stellaires. Un objet qui, à la fin de sa vie, à peu près une fois la masse du Soleil, devient une naine blanche. À la surface d'une naine blanche, qui est à peu près la taille de la Terre, donc plusieurs centaines de milliers de fois la masse de la Terre dans un volume concentré de la Terre, on a une gravité de surface de à peu près 10 à la 7 mètres par seconde carré au lieu de 9,8, comme on l'avait vu sur la Terre. Mais c'est pas c'est déjà un cas impressionnant, mais une étoile qui a à peu près 2 fois la masse du Soleil à la fin de sa vie, la pression devient tellement grande que les électrons sont forcés dans les noyaux, deviennent des neutrons, et la boule devient de plus en plus compacte. On obtient une étoile qui a à peu près la taille de l'île de Montréal. Et cette étoile-là a une gravité de surface de 10 à la 12 mètres par seconde carré. Et le cas le plus extrême, si le cadavre a plus que 3 fois la masse du Soleil, l'effet de la gravité devient tellement important qu'il y a un effet gravitationnel que Einstein avait prévu, qui a été confirmé, que la gravité affecte l'écoulement du temps. Et lorsque l'objet a à peu près 3 fois la masse du Soleil, on obtient un objet qui, à sa surface, la gravité est tellement intense que le temps arrête de s'écouler. Si on lance un objet vers ce qu'on appelle un trou noir, l'objet ne ressortira jamais parce que pour pouvoir s'éloigner du trou noir, ressortir, il faudrait éventuellement qu'il aille plus vite que la vitesse de la lumière. Ce qui est intéressant, c'est à cause du ralentissement du temps aussi, si on lance un objet vers un trou noir, l'objet, vu de l'extérieur, ralentit de plus en plus en se rapprochant du trou noir parce qu'il rentre dans une zone où le temps est ralenti, et ça va lui prendre un temps infini à atteindre le trou noir. Ce qui fait qu'une façon de voir les choses, c'est que le trou noir lui-même, c'est une région de l'univers qui se situe à T plus grand que l'infini par rapport à nous. Et c'est pour ça que c'est une zone inaccessible dont on ne pourrait pas revenir. En passant, ça aurait l'air de ça, un trou noir. Si on pouvait s'approcher assez, ce n'est pas des vraies images parce qu'on ne s'est jamais approché assez d'un trou noir, mais on sait qu'ils existent maintenant. À droite, à gauche, vous avez un exemple, un seul trou noir. Et vous tournez autour du trou noir, donc vous voyez les étoiles en arrière changer de position, et vous voyez la sorte de distorsion autour. C'est ce qu'on verrait. C'est l'espace-temps. La déformation de l'espace-temps est tellement importante autour du trou noir que ça crée comme une lentille, un effet qu'on appelle lentille gravitationnelle. Et de l'autre côté, à droite, ce que vous voyez, c'est 2 trous noirs qui tournent un autour de l'autre, et c'est bizarre, ils vont se rentrer dedans. Ils vont vraiment fusionner. Comment ça se fait? Si l'énergie est conservée, comment ça se fait qu'ils sont entrés en contact un avec l'autre? Justement, on peut calculer que 2 trous noirs qui tournent un autour de l'autre émettent beaucoup d'ondes gravitationnelles, parce que c'est un effet de gravité tellement intense qui change tellement rapidement que c'est ce qui produit le plus d'ondes gravitationnelles. Donc ça emmène de l'énergie, l'énergie diminue, et éventuellement, les 2 étoiles fusionnent. C'est cet événement-là, si on était capable d'observer un événement comme ça, on aurait le plus de chances
de détecter son effet. En passant, si je reviens à l'image avant, on a détecté je pense que c'est en 1974, et éventuellement, 20 ans plus tard, ça a donné un prix Nobel. On a découvert un système, c'était deux étoiles à neutrons qui tournent une autour de l'autre. Et ces étoiles-là émettent des ondes gravitationnelles, d'après la théorie, donc devraient se rapprocher et tourner de plus en plus rapidement autour de l'autre. Et ça a été observé sur plusieurs années que leur période, c'est de 7,8 heures. Ça prend 7,8 heures à tourner une autour de l'autre. Mais leur période s'allonge de 76 microsecondes par année. Mais on est capable de le mesurer. Et c'est exactement la prédiction d'Einstein. Et ça a donné... Donc, depuis plus de 20 ans, on sait qu'il y a des ondes gravitationnelles parce qu'indirectement, on voit que les objets qui tournent rapidement un autour de l'autre, qui sont très compacts, produisent des ondes gravitationnelles et perdent de l'énergie. Mais on n'avait pas directement détecté l'onde gravitationnelle. Oui, en passant, un dernier petit point. Si vous avez de la misère à comprendre comment ça se fait que les ondes gravitationnelles sont plus intenses pour les trous noirs, parce que j'ai dit tantôt que le champ de gravité dépend de la masse d'un objet. Donc, une étoile, quand elle devient un trou noir, elle n'a pas changé de masse. Pourquoi elle a plus de gravité? N'oubliez pas, divisé par r carré. C'est que plus l'objet est compact, plus vous pouvez vous approcher proche de l'objet, donc plus vous pouvez atteindre un niveau de gravité intense. En passant, s'il y en a qui se disent « Ouais, mais en ce moment, je ne pourrais pas rentrer dans le Soleil et aller tellement proche du centre. » Non, parce que quand vous êtes rendu dans le Soleil, la gravité commence à s'annuler, parce qu'il y a plein de matière dans toutes les directions qui vous tire dans toutes les directions. Au centre du Soleil, la gravité serait zéro. Donc, ça ne marche pas. Pour avoir une gravité élevée, vous devez vraiment avoir un cadavre d'étoile. Donc, c'est ça qu'on cherche. On cherche des situations, et on en a découvert une dizaine actuellement de cadavres qui tournent un autour de l'autre et qui émettent des ondes gravitationnelles qu'on peut détecter indirectement par la perte d'énergie. Mais est-ce qu'on pourrait éventuellement détecter comme ça la fusion de deux trous noirs? Qu'est-ce que ça donnerait comme résultat? Vous avez une simulation ici par ordinateur qu'on voit un petit peu mal, parce qu'on peut peut-être baisser les lumières si on peut. Vous avez deux trous noirs. C'est une simulation qui tourne un autour de l'autre. Et la vidéo qui va jouer là, vous montrait le dernier quart de seconde avant la collision. Ralenti 50 fois pour qu'on voit ce qui se passe. Regardez l'échelle en bas, 2000 km. Donc les trous noirs ont quelques centaines de kilomètres de diamètre. Ils sont à quelques centaines de kilomètres un de l'autre et fusionnent en une fraction de seconde. Et pendant cette fusion-là, la simulation vous montre deux trous noirs qui ont à peu près 30 fois la masse du Soleil, chacun. Au moment, juste avant l'impact, les trous noirs se déplacent à 60% de la vitesse de la lumière à cause de la conservation de la quantité de rotation, le moment cinétique. Et, absolument hallucinant, si vous avez deux trous noirs de 30 masses solaires chacun, le trou noir final n'aura pas 60 masses solaires, il y en aura 57. Il va y avoir 3 fois la masse du Soleil qui sera disparue au moment de la fusion parce que l'énergie potentielle gravitationnelle diminue, puis l'énergie, c'est de la masse d'après Einstein. Et cette énergie-là, donc, l'équivalent de 3 fois la masse du Soleil, avec E égale mc carré, est transformée en énergie gravitationnelle. Ça produit une impulsion d'onde gravitationnelle, et on parle de pendant 0,2 secondes, 3 fois la masse du Soleil qui disparaît. Ça produit, si on calcule l'énergie divisée par le temps, on obtient une puissance, on obtient 10 à la 49 watts. Pour vous donner une idée, le Soleil émet à peu près 10 à la 26 watts. Dans l'univers observable, il y a 100 milliards de galaxies, 10 à la 11, qui ont chacune 100 milliards d'étoiles, 10 à la 11. S'il y a de bon avec les exposants, ça fait 10 à la 22, fois 10 à la 26, ça fait 10 à la 48. La fusion de deux trous noirs libère, pendant une fraction de seconde, plus d'énergie par unité de temps, plus de puissance que toutes les étoiles de l'univers observable en lumière visible pendant le même instant de temps. Donc, est-ce qu'on a une chance de détecter ça? Malheureusement, l'onde gravitationnelle se disperse dans l'espace en 3 dimensions et ça donne un effet qui n'est pas très facile à mesurer. L'effet est une distorsion d'espace-temps et cette distorsion-là est de l'ordre de 1% si vous êtes à 1000 km du phénomène. Donc, si vous étiez quelque part dans l'image, l'onde qui passe, pendant une fraction de seconde, vous grandiriez et rapetisseriez de 1%. Ça pourrait faire mal.
Je pense que c'est pas bon, parce que c'est très rapide. Ça pourrait peut-être même vous déchirer les organes internes. C'est peut-être fatal. Il faudrait faire une simulation biologique plus détaillée, là. Chose certaine, une collision de deux trous noirs, bon, il y a des milliards d'étoiles dans l'univers, comme j'ai dit, il y a 10 à la 22 étoiles. Cette collision-là peut se produire une fois de temps en temps, mais statistiquement, elle ne va pas se produire dans notre cours arrière. Elle peut se produire n'importe où dans l'univers observable. Fait qu'on parle d'un ordre de grandeur de 1 milliard d'années-lumière. Donc, une collision comme ça, qui serait à 1 milliard d'années-lumière, on peut calculer que la perturbation qui arrive vers nous, c'est une partie dans 10 à la 21. Imaginez comme c'est petit. Comment on va faire pour détecter ça? Est-ce qu'on pourrait le détecter? Pendant longtemps, on a pensé que peut-être qu'un jour, on pourrait le détecter, mais avec des technologies super avancées, mais la technologie a évolué. Ce serait intéressant, si Einstein était encore en vie, qu'il aurait su que 100 ans après sa découverte, qu'il a pensé que ces ondes-là pouvaient exister, on a réussi à les détecter directement.